Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 34 ans. Et voici l'histoire du prix à payer quand on s'en prend à mon fils. Ma famille humiliait constamment mon fils de 9 ans, le traitant de retardé, insistant sur le fait qu'il n'avait aucun avenir. Pendant ce temps, le fils de mon frère était toujours salué comme un génie. Lors de la plus importante réunion de famille, devant des centaines d'invités, mes parents ont audacieusement annoncé que le neveu de génie hériterait de tout l'héritage familial, y compris la chaîne d'hôtels de plusieurs millions de dollars. Quant à mon fils, il a été mis de côté comme une marchandise défectueuse. Je n'ai pas été triste. Je n'ai ni pleuré ni supplié. Je me suis simplement levé tranquillement et j'ai fait quelques petites choses. À cet instant, mes parents sont passés de triomphants à pâles comme des fantômes, bégayant et tremblant en me regardant. Tais-toi. Toi. Ils se prenaient pour la royauté dans ce royaume hôtelier. Mais aujourd'hui, le roi tombe. Bienvenue dans Récits de vengeance. Abonnez-vous dès maintenant pour assister à la fin satisfaisante de cette famille avide. Commençons. 2 semaines avant que les ambitions de mes parents ne s'éteignent, ma vie n'était pas sur scène. Elle était souterraine, enterrée dans le sous-sol en béton de l'hôtel Arthur Grand. Pendant que mon frère, Pierre, était assis dans un bureau aux parois de verre au dernier étage, passant des appels concernant son handicap au golf, j'étais à 12 mètres sous le hall, vêtu d'une blouse grise et gérant l'inventaire de toute la chaîne d'hôtels. Mon père appelait ça « commencer par le bas ». En réalité, c'était sa façon de me garder hors de vue. « Maman, le bleu va avec le bleu », murmura Henri, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la ventilation industrielle. Mon fils de 9 ans était assis dans le coin de la réserve. Pour n'importe qui d'autre, on aurait dit qu'il jouait simplement avec des boîtes d'échantillons vides, mais Henri ne jouait pas. Il travaillait. Il avait aligné 20 petites boîtes en un arc géométrique parfait, codées par couleur selon la nuance de l'étiquette. « Je vois ça, mon chéri. »« Bon travail », dis-je en vérifiant un presse-papier. Henri ne leva pas les yeux. Il ne levait jamais vraiment les yeux quand il était concentré. Il se balançait légèrement d'avant en arrière, un rythme auto-apaisant qui calmait le bruit dans sa tête. Le monde à l'étage était trop bruyant, trop chaotique pour lui. Mais ici, parmi les rangées d'étagères organisées et les caisses numérotées, Henri trouvait la paix. Il comprenait l'ordre. Il comprenait les motifs. « Noémie, je deviens fou ici. » Le cri venait de Marc, un des gars de la logistique. Il fouillait dans l'allée 4, retournant des boîtes de linge de maison. La sueur perlait sur son front. « Qu'est-ce qui manque, Marc ?» demandai-je en enjambant une palette. « La nouvelle livraison de nappes en coton égyptien pour la salle de banquet », paniqua Marc. Le système dit qu'elles ont été livrées hier. Le gala approche, et si le responsable du banquet ne les reçoit pas, ma tête va tomber. Je fronçai les sourcils, parcourant la tablette d'inventaire. L'ordinateur dit allée 4, casier 12. Je regarde le casier 12. Il est vide, dit Marc en donnant un coup de pied dans l'étagère en métal par frustration. Typique. Le système est nul. J'étais sur le point d'appeler le fournisseur quand je sentis une traction sur ma manche. Je baissai les yeux. Henri avait arrêté de se balancer. Il ne me regardait pas. Il regardait le sol, mais sa main était levée, pointant un petit doigt ferme vers l'extrémité de l'entrepôt. « C'est 4, murmura Henri. Oh. Je le regardais. Étagère C, niveau 4. Henri ne répondit pas. Il se remit simplement à aligner ses boîtes, ajustant un contenant rouge qui était décalé d'1 millimètre. Je me dirigeai vers l'allée C, levai les yeux vers la plus haute étagère et plissai les yeux. Niché derrière une pile de vieux rideaux mal étiquetés avec un autocollant, fourniture de salle de bain, se trouvait 6 grandes caisses. Je grimpai à l'échelle et arrachai le ruban adhésif de l'une d'elles. Nappe en coton égyptien. Marc, appelai-je. Trouvé. Marc accourut, la mâchoire tombante alors que je lui lançai un paquet. Comment ? Comment as-tu trouvé ça ? J'ai vérifié les registres 3 fois. Ce n'est pas moi, dis-je en hochant la tête vers le coin. C'est lui. Marc regarda Henri, qui était complètement absorbé dans son propre monde, inconscient de l'éloge. Le gamin ? Mais il n'a pas bougé de cet endroit de toute la matinée. Il a vu les livreurs les amener hier, expliquai-je doucement. Il ne traite pas les conversations, Marc.
Il traite les images. Il se souvient exactement où chaque boîte a été placée, même si l'étiquette était mauvaise. Marc secoua la tête, regardant Henri avec un respect nouveau mêlé de confusion. C'est plus rapide que l'ordinateur. Il est comme un scanner humain. Je souris, un rare moment de fierté réchauffant ma poitrine. Il voit ce que nous manquons. Ce moment de paix ne dura pas. Le monte-charge sonna. Les lourdes portes métalliques s'ouvrirent, et l'atmosphère dans le sous-sol changea instantanément. L'odeur de parfum de luxe, de bois de santal et d'arrogance perça l'odeur de carton et de poussière. Pierre sortit. Mon frère n'avait pas l'air d'appartenir à un sous-sol. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, ses cheveux parfaitement gominés en arrière. Il ne regarda pas Marc. Il ne regarda pas les étagères. Il se dirigea droit vers mon bureau, ses yeux balayant la pièce avec un air de dégoût, comme si l'air ici pouvait l'infecter. Puis il vit Henri. Henri était sur son chemin. Mon fils venait de terminer son arc parfait de boîte, un chef-d'œuvre de symétrie. Pierre ne le contourna pas. Il ne demanda pas à Henri de bouger. Il continua simplement de marcher. Sa chaussure en cuir poli heurta le bord de la première boîte. Crash. La structure s'effondra. Les boîtes s'éparpillèrent sur le sol en béton. Henri eut un hoquet, un son bref et blessé. Il se mit immédiatement à genoux, les mains tremblantes en essayant de ramasser les boîtes, sa respiration se transformant en courtes inspirations paniquées. L'ordre avait disparu. Le chaos était de retour. Pierre, lançai-je sèchement, me précipitant pour m'agenouiller à côté d'Henri. Regarde où tu marches. Peut-être que tu ne devrais pas le laisser jouer au milieu d'un espace de travail, dit froidement Pierre, sans même jeter un regard à l'enfant qu'il venait de contrarier. C'est une entreprise, Noémie, pas une garderie pour les cas spéciaux. Je serrai l'épaule d'Henri, essayant de le calmer. Ce n'est rien, Henri. On peut le réparer. Regarde, on le répare. Je lançai un regard furieux à mon frère. Qu'est-ce que tu veux, Pierre ? Pierre fouilla dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sortit une épaisse enveloppe de couleur crème. Il la jeta sur mon bureau encombré. Elle atterrit avec un bruit sec. Invitation, dit Pierre en époussetant un grain de poussière imaginaire de sa manche. Pour le gala du 50e anniversaire la semaine prochaine. L'annonce officielle de l'héritage. Je me levai, laissant Henri réorganiser ses boîtes. Je pensais que papa avait dit que c'était juste pour les membres du conseil d'administration. Il a changé d'avis, ricana Pierre, une lueur cruelle dans les yeux. Il veut toute la famille là-bas. Ça fait mieux pour la presse. L'héritage de l'Arthur Grand, une famille unie. Tu connais la chanson. Il s'approcha, baissant la voix pour que le personnel de la logistique ne puisse pas entendre. Mais écoute-moi, Noémie. Papa a été très clair. Si tu l'amènes, dit Pierre en désignant vaguement Henri du menton, assure-toi qu'il est géré. On ne veut pas de crise. Pas de cris, pas de battements de mains bizarres. C'est ton neveu, Pierre, dis-je, ma voix tremblant de rage contenue. C'est un être humain. C'est un handicap, corrigea platement Pierre. Habille-le avec quelque chose qui cache sa lenteur. Mets-le dans un coin et donne-lui un iPad ou je ne sais quoi qui le fait taire. Cette soirée concerne Com et moi qui prenons les rênes. On n'a pas besoin d'une distraction pour rappeler aux investisseurs que notre patrimoine génétique a une faille. Je sentis l'envie de le gifler. C'était une douleur physique dans ma paume. Mais je regardais Henri, qui se balançait maintenant plus fort, essayant de se calmer après la perturbation. J'avais besoin de ce travail. J'avais besoin de l'assurance pour la thérapie d'Henri. Je serai là, dis-je, ma voix glaciale. Bien. Pierre se retourna, vérifiant son reflet dans la fenêtre sombre du bureau. Ne sois pas en retard. Et essaie d'avoir l'air de mériter d'être dans la pièce, Noémie. Juste pour une nuit. Il retourna à l'ascenseur. Les portes se fermèrent, emportant l'odeur de bois de santal avec lui, nous laissant dans la poussière. Je regardai l'invitation sur le bureau. Lettres dorées en relief, papier épais. On aurait dit un billet pour une célébration. Je ne savais pas alors que c'était en fait une convocation à une exécution. Mais en regardant Henri,
qui avait déjà commencé à reconstruire silencieusement sa tour brisée, boîte par boîte, je réalisais quelque chose. Pierre l'avait fait tomber, mais Henri se souvenait exactement où chaque pièce devait être. Il la reconstruisait plus vite cette fois. Ma famille pensait qu'elle pouvait nous faire tomber, nous aussi. Ils avaient oublié que nous savions exactement où les pièces étaient enterrées. 3 jours avant le gala qui devait couronner mon frère roi, la seule couronne que je portais était un mal de tête qui battait derrière mes yeux comme un second rythme cardiaque. Il était 2 heures du matin. Mon petit appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du cliquetis rythmique des touches de mon ordinateur portable. Mon père avait renvoyé le cabinet d'audit externe il y a 1 mois. Pourquoi payer des étrangers pour regarder notre argent quand nous avons de la famille, m'avait-il dit. Ce n'était pas un compliment pour mes compétences, c'était une mesure de réduction des coûts. Il voulait que les comptes soient équilibrés avant l'annonce de l'héritage, et il voulait que ce soit fait gratuitement. Je me frottais les tempes, fixant un tableur qui semblait s'étirer à l'infini, des milliers de lignes de coûts opérationnels pour l'hôtel Arthur Grand, linge de maison, restauration, maintenance, sécurité. Tape. 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 Le son était doux, rythmé, et venait directement de derrière mon épaule gauche. Je ne sursautais pas. Je connaissais ce son. Henri était là. Il avait souvent du mal à dormir quand le temps changeait, et ce soir, le vent hurlait contre les fenêtres. Henri, murmurai-je, sans me retourner, gardant les yeux sur la ligne de dépenses pour le nettoyage industriel des tapis. Tu devrais être au lit, mon chéri. Tape. Tape. Pause. Tape. Il ne répondit pas. À la place, une petite main passa par-dessus mon épaule. Son index, qui évitait habituellement de toucher les textures qu'il n'aimait pas, appuya fermement contre l'écran de mon ordinateur portable. Il ne pointait pas une image. Il pointait un mur dense de chiffres. Je me penchai en arrière, le regardant. Henri ne me regardait pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, ses pupilles dilatées. Il avait l'air perturbé, non par la peur, mais par quelque chose qui offensait son sens de l'ordre, comme voir un tableau de travers dans un couloir droit. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je doucement. Les doigts d'Henri glissèrent sur le verre, laissant une légère traînée. Il traça une ligne de la ligne 402 à la ligne 890, puis jusqu'à la ligne 1205. « Maman » murmura-t-il, sa voix plate et distante. Répétition. Pareil. Mais mauvais endroit. Je fronçai les sourcils, plissant les yeux vers l'écran. Chérie, ce sont juste des factures. Elles se répètent tous les mois. Non, dit Henri en secouant rapidement la tête. Le mouvement était brusque, agité. La chanson est fausse. Le rythme a des hoquets. Il tapa à nouveau sur l'écran, plus fort cette fois. Ici et ici. Et ici. Même forme. Mauvais endroit. Je regardais de plus près où son doigt se posait. Il pointait une séquence spécifique de chiffres dans la colonne des coûts, 14 250 $. Je fis défiler vers le haut. Il avait raison. Ce montant exact apparaissait à la ligne 402 sous, maintenance du système de CVC. Je fis défiler vers le bas. Il apparaissait à nouveau à la ligne 890 sous, réaménagement paysager extérieur. Je fis défiler plus loin. Ligne 1205, réparation de la ventilation de la cuisine. 14 250 $. Pour un comptable normal, cela pourrait ressembler à des coïncidences standards, mais Henri ne voyait pas la comptabilité. Il voyait des motifs. Il voyait le rythme visuel des données. Pour lui, voir la même séquence de chiffres pour 3 services complètement différents, c'était comme entendre un battement de tambour sauter un temps. C'était un bug dans la matrice. D'accord, dis-je, ma fatigue instantanément remplacée par une pointe froide d'adrénaline. Voyons pourquoi la chanson est fausse. J'affichais les détails des fournisseurs pour ces transactions. Les 3 factures avaient été émises par une société appelée Apex Solutions LLC. Je tapais le nom de la société dans le registre des entreprises de l'État. Le résultat de la recherche se chargea en quelques secondes. Agent enregistré, PH Holdings. PH. Pierre Hamilton. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je filtrai rapidement le tableur pour Apex Solutions.
La liste se remplit instantanément. Il n'y avait pas que 3 factures. Il y en avait des dizaines. Chaque mois, depuis 2 ans, Apex Solutions avait facturé l'hôtel pour des services vagues, conseils, réparation d'urgence, planification stratégique. J'ouvris une deuxième fenêtre et consultai les profils publics de mon frère sur les réseaux sociaux, en croisant les dates des factures. Facture, 12 juin, 25 000 $ pour inspection du toit. Publication Instagram, 14 juin, Pierre s'enregistre au Bellagio à Las Vegas pour un voyage d'affaires. Facture, 3 août, 42 000 $ pour consultation sur la rénovation du hall. Article de presse, 5 août, Pierre aperçu au volant d'une Porsche 911 Turbo flambant neuve. Facture, 20 novembre, 18 000 $ pour mise à niveau de la sécurité. Rapport de police, scellé le 21 novembre, un règlement pour conduite en état d'ivresse qui a été discrètement étouffé. Je me reculai, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement de la mauvaise comptabilité. C'était un détournement de fonds systématique. Mon père avait donné à Pierre l'accès aux fonds opérationnels pour apprendre le métier, et Pierre avait transformé le compte bancaire de l'hôtel en sa tirelire personnelle. Je surlignai toute la colonne et appuyai sur somme. Le chiffre total apparut en bas de l'écran en gras, en texte noir, 5 200 000 $. 5 200 000 $. Siphonné de l'héritage que mon grand-père avait bâti pendant que mon père licenciait du personnel d'entretien pour réduire les coûts et me forçait à travailler dans un sous-sol pour le salaire minimum. Il saignait l'entreprise à blanc et blâmait l'économie, tout en se préparant à livrer toute la carcasse aux voleurs. Henri était toujours là, regardant le curseur clignoter. « La chanson est réparée », demanda-t-il doucement. Je me retournai et le serrai dans une étreinte féroce, enfouissant mon visage dans ses cheveux doux. Il se raidit, comme il le faisait toujours au contact, mais il ne se recula pas. « Oui, Henri, murmurai-je, la voix épaisse d'émotion. Tu as trouvé la fausse note. Tu as tout réparé. » Je le lâchai et me levai. L'épuisement avait disparu. À sa place, il y avait une clarté assez vive pour couper du verre. Je me dirigeai vers ma commode et ouvris le tiroir du bas. Enterrée sous une pile de vieux pulls se trouvait une petite boîte à bijoux en velours. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant. Il y avait seulement une clé USB en argent avec les initiales de mon grand-père, AH, gravées sur le côté. Grand-père Arthur me l'avait donnée sur son lit de mort. Pour un jour de pluie, Noémie, avait-il halté. Ou pour le jour où les loups essaieront de manger les moutons. Je branchai la clé USB sur mon ordinateur portable. Une demande de mot de passe apparut. Je tapai la seule date qui comptait, l'anniversaire d'Henri. Le lecteur s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul dossier, la clause de moralité et le transfert de propriété. Je pris mon téléphone. Il était près de 3 heures du matin, mais je m'en fichais. Je composai le numéro de Charles Vance, l'avocat personnel de mon grand-père et l'exécuteur testamentaire du trust aveugle. Il répondit à la deuxième sonnerie, sa voix ensommeillait mes alertes. « Noémie ? Tout va bien ?» Je regardai Henri, qui était retourné à l'écran et traçait maintenant le chemin du curseur avec un air satisfait sur son visage. « Non, maître Vance, tout ne va pas bien, dis-je, ma voix stable et froide. Mais cela va être corrigé. » J'ai regardé les données se téléverser sur le serveur sécurisé. « Maître Vance, dis-je en serrant fort le téléphone, Henri vient de trouver la clé. Nous avons la preuve. Nous pouvons activer la clause de grand-père maintenant. » La grande salle de bal de l'hôtel Arthur Grand était conçue pour intimider. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond doré, projetant une lumière fracturée et dure comme le diamant sur 500 invités. L'air sentait le parfum de luxe, le roast-beef et la saveur métallique de l'ambition. J'entrai dans la salle en tenant la main d'Henri si fort que mes jointures étaient blanches. Il portait un petit costume bleu marine que je lui avais acheté pour l'occasion. Il était une taille trop grande, mais il était beau. Cependant, la partie la plus importante de sa tenue n'était pas la cravate en soi, c'était la paire de casques anti-bruit industriels et encombrants qui couvraient ses oreilles. Ils étaient usés, rayés par des années d'utilisation, et décidément peu glamour. Mais ils étaient son bouclier. Sans eux, la cacophonie des verres qui tintent, des rires et du quatuor à cordes serait une agression physique pour son système nerveux. « Reste près de moi, mon chéri », murmurai-je, bien que je sache qu'il ne pouvait pas m'entendre.
Il sentit la vibration de ma voix et me serra la main en retour, ses yeux balayant anxieusement la mer d'étrangers. Nous étions assis à la table 19, loin de la scène, près des portes de la cuisine. C'était un affront délibéré. Mon père nous voulait présents pour l'image, mais assez éloignés pour être ignorés. Mesdames et messieurs. Une voix retentit dans le système de sonorisation. Les lumières s'atténuèrent, concentrant un unique projecteur aveuglant sur la scène centrale. Mon père, Guillaume, entra dans la lumière. Il avait tout du patriarche bienveillant, cheveux argentés parfaitement coiffés, smoking impeccable, un sourire qui avait charmé les investisseurs pendant 40 ans. Ce soir, il est question d'héritage, commença mon père, sa voix douce comme un whisky vieilli. Il est question d'avenir. Pendant 5 décennies, cet hôtel a été un phare d'excellence. Et pour garantir que cette excellence continue, nous devons passer le flambeau aux mains les plus fortes. Il marqua une pause pour un effet dramatique. La salle retint son souffle. Des applaudissements tonitruants emplirent la salle. Pierre sortit en saluant comme un politicien, avec Côme, 10 ans, se pavanant à ses côtés. Côme était une version miniature de son père, arborant un sourire suffisant qui suggérait qu'il savait exactement combien coûtait la montre à son poignet. Je l'ai regardé, mon autre main serrant ma pochette, où la clé USB en argent était froide et lourde. Profitez des applaudissements, pensai-je. C'est la dernière fois que vous les entendrez. Puis le scénario prit le tournant dont Pierre m'avait prévenu. Mais une famille, ce n'est pas seulement la force, continua mon père, sa voix baissant pour prendre un ton mielleux et répété de compassion. C'est aussi la charité, le soin de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Ce soir, nous voulons montrer que l'Arthur Grand ne laisse personne de côté. Il fit un geste vers l'ombre au fond de la salle. Noémie, Henri, veuillez nous rejoindre. Un projecteur balaya la salle, nous frappant comme un coup physique. Henri tressaillit, enfouissant son visage dans ma hanche. Viens, murmurai-je en le guidant. Juste quelques minutes, Henri. Puis on rentre à la maison. La marche vers la scène ressemblait à une marche vers l'échafaud. Des centaines d'yeux nous transperçaient. Je pouvais entendre les chuchotements se propager dans la foule. C'est la fille. Regardez le gamin. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Nous montâmes les escaliers. La scène était d'une luminosité aveuglante. Mon père posa une main lourde sur mon épaule, souriant pour les caméras, mais sa poigne était douloureusement serrée. Souris, siffla-t-il entre ses dents, bougeant à peine les lèvres. Elle est reconnaissante. Nous étions disposés comme des accessoires. Pierre et Côme se tenaient au centre, se prélassant dans la gloire. J'étais placé sur le côté, tenant Henri. C'est l'heure de la photo, cria un photographe du Times depuis la fosse. Tout le monde regarde par ici. Grand sourire. Montrons cette unité familiale. Les flashs commencèrent à crépiter comme des lumières stroboscopiques. Pop. 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 Henri ferma les yeux très fort. Il commença à se balancer d'avant en arrière, un bourdonnement grave vibrant dans sa gorge. La stimulation visuelle l'atteignait, même avec le casque. Ma mère, Elisabeth, qui se tenait gracieusement à côté de Pierre, se raidit soudainement. Elle remarqua que les photographes hésitaient. Ils baissaient leurs appareils photo, confus par le garçon qui se balançait avec les énormes protections auditives en plastique. Cela ruinait l'esthétique de la dynastie milliardaire. Elle passa derrière moi, son parfum d'une douceur suffocante. On dirait un cosmonaute, murmura-t-elle, sa voix dégoulinant de venin. Arrange-le, Noémie. Il en a besoin, maman, dis-je, sans tourner la tête, gardant les yeux sur les appareils photo. C'est trop bruyant. C'est une photo de presse officielle, lança-t-elle sèchement. Nous n'allons pas mettre ce plastique moche en première page de la section affaires. Avant que je puisse réagir, avant que je puisse lever la main pour l'arrêter, ma mère tendit le bras. D'un geste brusque et violent, elle arracha le casque de la tête d'Henri. Le résultat fut instantané. Pour Henri, cela a dû être comme l'explosion d'une bombe. Le rugissement de 500 conversations, le larcène du microphone, les clics agressifs de 50 appareils photo, tout cela percuta ses oreilles non protégées en même temps. Henri ne pleura pas, il hurla. C'était un cri primal, aigu, de pure douleur physique. Il tomba au sol comme si ses ficelles avaient été coupées,
se recroquevillant en une boule serrée, les mains plaquées sur ses oreilles, son corps convulsant. La salle devint silencieuse. Les applaudissements cessèrent. La musique s'arrêta. Le seul son dans l'immense salle de bal était les sanglots terrifiés de mon fils sur le sol de la scène. Je tombai à genoux, le protégeant de mon corps, essayant de bloquer la lumière. Au-dessus de moi, j'entendis un rire. Un petit rire bref et cruel. C'était Côme. Il regardait son cousin avec un ricanement. Pierre s'avança, ajustant ses boutons de manchette, et parla dans le microphone, sa voix amplifiée à travers la salle silencieuse. Et voilà, mesdames et messieurs, dit Pierre en secouant la tête avec une fausse tristesse. Nous aimons Henri, vraiment. Mais cette instabilité. C'est exactement pourquoi nous avons besoin d'un leader sain et fort pour cette entreprise. Nous ne pouvons pas laisser l'héritage être dirigé par quelqu'un qui s'effondre quand les lumières deviennent trop vives. Il fit un geste vers les gardes de sécurité. Veuillez escorter ma sœur hors de la scène. Elle est clairement dépassée. Ma mère se tenait là, tenant le casque comme un trophée, une expression de dégoût sur le visage tandis qu'elle lissait sa robe. J'arrêtai d'essayer de réconforter Henri. Je réalisais qu'il n'avait pas besoin de réconfort à ce moment-là. Il avait besoin de silence, et je devais les faire taire. Je me levai. Je ne tendis pas la main vers Henri. Je saisis le microphone que Pierre tenait. La scène était prête, mais la pièce était sur le point de changer. Le larcène du microphone retentit dans les haut-parleurs, un hurlement électronique perçant qui fit tressaillir tout le monde. Mais je ne lâchai pas. Je me tenais au centre de la scène, un mur de silence entre mon fils tremblant et la famille qui venait d'essayer de le briser. Ma mère, Elisabeth, se tenait figée, le casque anti-bruit pendant toujours de ses doigts manucurés comme un oiseau mort. Pierre avait l'air agacé, vérifiant sa montre comme s'il s'agissait d'une pause publicitaire ennuyeuse. « Donne-moi ça », lança sèchement Pierre en tendant la main vers le micro. « Tu te mets dans l'embarras, Noémie. Va t'occuper de ton gamin. » Je retirai le microphone, ma prise blanchissant mes jointures. Je ne regardais pas Pierre. Je regardais droit dans l'objectif de la caméra qui diffusait ce moment sur l'écran géant derrière nous. « Tu l'as forcé à les enlever par vanité, dis-je, ma voix retentissant dans la salle de bal stupéfaite. Je désignai le casque dans la main de ma mère. « Tu as dit qu'ils étaient moches. Tu as dit qu'ils cachaient son visage. Mais tu avais tort, mère. Ce casque ne bloquait pas seulement le bruit. Il le protégeait de devoir écouter tes mensonges. » Une onde parcourut le premier rang. Mon père, Guillaume, fit un pas en avant, son sourire bienveillant s'évanouissant instantanément. « Noémie, descends, maintenant. Tu fais une crise de nerfs. » Je ne suis pas brisé, dis-je, ma voix stable, froide et dangereuse. Et mon fils non plus. Mais cette entreprise, cet héritage dont tu es si fier. Ça, c'est brisé. Je levai les yeux vers la cabine d'éclairage au fond du balcon. Une silhouette leva la main, c'était le technicien de Maître Vance. Je hochai la tête une fois. « Tu voulais montrer à tout le monde l'avenir de l'Arthur Grand », lançai-je, me tournant vers le public. Regardons les vrais chiffres. Derrière moi, l'image colossale du visage suffisant et souriant de Côme vacilla. Elle se déforma, pixelisa, puis disparut. L'écran devint noir pendant un battement de cœur. Puis il s'illumina d'un tableur blanc, austère et aveuglant. Ce n'était pas une présentation soignée. C'était des données brutes. Des rangées et des rangées de virements bancaires, surlignés en rouge agressif et sanglant. La police était massive, impossible à manquer même depuis le fond de la salle. Apex Solutions LLC, sortant, 42 000 $. Apex Solutions LLC, sortant, 25 000 $. Règlement de dette de jeu, Las Vegas, 115 000 $. Et en bas, dans une police dont la taille criait l'accusation, total des fonds détournés, 5 200 000 $. Le silence dans la salle se brisa. Cela commença par un murmure, puis enfla en un rugissement. Je vis des membres du conseil d'administration se lever, plissant les yeux vers l'écran. Je vis des investisseurs sortir leur téléphone, prenant des photos des preuves avant qu'elles ne puissent être retirées. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria Pierre, son visage se vidant de toute couleur. Il se retourna pour regarder l'écran, et je vis l'instant exact où son arrogance mourut. Il reconnut les chiffres.
Détournement de fonds, cria quelqu'un de la table 5. C'est le fonds de maintenance? 5 millions, cria une autre voix. Mon père se tourna vers moi, les yeux exorbités d'une rage que je n'avais jamais vue en public. Espèce d'ingrate. Tu as piraté le système. Je n'ai rien piraté, dis-je dans le microphone, ma voix tranchant le chaos. Je fis un geste vers Henri, qui était toujours recroquevillé sur le sol, les mains sur les oreilles, se balançant. C'est mon fils qui l'a fait. Je regardais la foule. Vous le traitez de lent. Vous le traitez de fardeau. Vous dites qu'il n'a pas d'avenir. Mais pendant que mon frère était occupé à voler 5 millions de dollars de vos dividendes pour payer ses voitures de sport, Henri était le seul à être attentif. Henri ne sait pas mentir, mais il sait voir les motifs que vous essayez de cacher. Pierre se jeta sur moi. Arrête ça. Coupez le signal, cria-t-il à la cabine technique, la panique faisant craquer sa voix. Il est trop tard, Pierre, dis-je calmement. Mon père réalisa que la situation devenait incontrôlable. Il décida d'utiliser la force. Il fit signe à l'équipe de sécurité privée qui se tenait dans les coulisses. Faites-la descendre de la scène. Elle est hystérique. Elle ment. 2 grands gardes s'avancèrent, tendant les mains vers moi. Ne la touchez pas. La voix ne venait pas de moi. Et elle ne venait pas du public. Elle venait des haut-parleurs, une voix si familière, si autoritaire que même les gardes de sécurité se figèrent sur place. Sur l'écran géant, le tableur disparut. À sa place, une vidéo commença à jouer. L'angle de la caméra était légèrement bas, filmé dans un bureau tapissé de livres en acajou. Un vieil homme était assis dans un fauteuil en cuir, respirant à l'aide d'un réservoir d'oxygène, mais ses yeux étaient vifs comme du silex. Grand-père Arthur. Un souffle collectif aspira l'air de la pièce. C'était comme voir un fantôme. Mon père se figea. Sa main, qui s'était tendue pour saisir mon bras, resta suspendue dans les airs. Arthur, murmura-t-il, sa rage finalement remplacée par le choc. Sur l'écran, grand-père Arthur se pencha vers l'objectif de la caméra. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Pierre, dit l'enregistrement vidéo. Le son était net, résonnant dans la salle de bal silencieuse. Si cette vidéo est diffusée, cela signifie que je suis mort. Et plus important encore, cela signifie que vous avez échoué. Grand-père Arthur marqua une pause, toussant légèrement, puis continua, sa voix se durcissant en acier. J'ai bâti cet hôtel sur le service et l'intégrité. Je voulais laisser dans un trust aveugle avec une condition simple, la clause de moralité. J'ai explicitement déclaré que si la direction familiale était jugée corrompue, ou si vous utilisiez votre pouvoir pour abuser des membres vulnérables de cette famille. Sur l'écran, grand-père Arthur sembla regarder directement Henri blotti sur le sol, puis ma mère serrant le casque volé, point alors vous n'êtes plus digne du nom Hamilton. Mon père tremblait maintenant, violemment. Non, marmonna-t-il. Non. Ce n'est pas légal. Il était sénile. Noémie à l'autorité, gronda la voix de grand-père Arthur, noyant les protestations de mon père. Elle détient les preuves, et avec effet immédiat à la diffusion de cette preuve, l'acte de fiducie transfère tout le pouvoir exécutif à elle jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. La vidéo se termina par une dernière phrase accablante. Sortez de mon hôtel. L'écran devint noir. Pendant une seconde, personne ne bougea. Le poids du jugement pesait lourdement dans l'air. Le roi et le prince se tenaient au centre de la scène, dépouillés de leur couronne devant les personnes même qu'ils avaient essayé d'impressionner. Je baissai le microphone. Je n'en avais plus besoin. Je regardai mon père, puis Pierre. Ils semblaient petits. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient vraiment, des voleurs en costume de luxe. Je leur tournai le dos et m'agenouillai à côté d'Henri. Je plaçai doucement mes mains sur ses oreilles, agissant comme son bouclier humain, et murmurai la seule vérité qui comptait. C'est fini, mon chéri. On a gagné. Le cri de mon père fut le seul son dans la pièce, craquant d'un désespoir douloureux à entendre. Éteignez ça. Coupez le courant, hurla Guillaume, son visage un masque de rage violette. Il se tourna vers la cabine technique, agitant les bras comme un chef d'orchestre dont l'orchestre aurait cessé de jouer. J'ai dit couper. Mais l'écran derrière nous resta d'un noir absolu. Les techniciens ne bougèrent pas.
Ils fixaient leur moniteur, lisant probablement l'email de masse que Maître Vance venait de synchroniser avec la vidéo. Guillaume se retourna vers les coulisses de la scène. Johnson. Sécurité, beugla-t-il en pointant un doigt tremblant vers moi. Faites sortir cette femme. Arrêtez-la pour espionnage industriel. Elle a piraté le système. Johnson, le chef de la sécurité de l'hôtel, sortit de l'ombre. C'était un homme imposant qui travaillait pour notre famille depuis 15 ans. Il avait vu comment mon père traitait le personnel. Il avait vu comment Pierre traitait les serveuses. Johnson ne prit pas sa radio. Il ne se dirigea pas vers moi. Il croisa simplement ses bras massifs sur sa poitrine et regarda mon père avec une expression glaciale. « Je ne peux pas faire ça, monsieur Hamilton, dit Johnson, sa voix profonde se propageant facilement jusqu'au premier rang. « Qu'est-ce que vous avez dit » cracha mon père, stupéfait. « Je suis votre patron. »« Plus maintenant, monsieur » répondit Johnson en hochant la tête vers le côté de la scène. De l'obscurité, Charles Vance émergea. Il marchait lentement, s'appuyant sur sa canne, mais sa présence commandait plus d'autorité que les cris de mon père ne l'avaient jamais fait. Il tenait un portefeuille en cuir, la copie physique de l'acte de fiducie. Maître Vance monta les escaliers, ignora mon père et se dirigea droit vers le podium. Il ajusta le microphone, le sifflement du Larsen ayant disparu, remplacé par un silence lourd et judiciaire. Mesdames et messieurs du conseil d'administration, actionnaires et presse, commença Maître Vance, sa voix sèche et précise. En tant qu'exécuteur testamentaire de la succession d'Arthur Hamilton, je suis ici pour faire appliquer les ordres permanents du défunt fondateur. Il ouvrit le portefeuille et brandit un document avec un sceau de cire rouge. Avec effet immédiat, conformément à la clause de moralité invoquée par des preuves indiscutables de détournement de fonds et d'abus de pouvoir, Guillaume Hamilton et Pierre Hamilton sont suspendus de toutes leurs fonctions exécutives. Un souffle parcourut la foule. Les flashs des appareils photo crépitèrent sauvagement, capturant la ruine d'une dynastie en temps réel. De plus, continua Maître Vance en se tournant vers Pierre, tous les comptes de l'entreprise et les actifs personnels liés à la fiducie de la famille Hamilton sont gelés en attendant un audit complet par la division des crimes financiers. Aucun fonds ne doit être déplacé. Aucun document ne doit être détruit. Pierre, qui était resté bouche bée, eut soudain l'air d'avoir la nausée. L'arrogance avait disparu, remplacé par la prise de conscience terrifiée d'un homme qui sait que sa trace écrite est sur le point d'être lue par des agents fédéraux. Crime financier, murmura Pierre, sa voix se brisant. Mais c'était juste un prêt. J'allais le rembourser. Ce sera au procureur de décider, dit froidement Maître Vance. Puis il se tourna vers moi et hocha la tête. Madame Hamilton, l'hôtel est à vous. Ma mère, Elisabeth, bougea enfin. Elle se précipita en avant, me saisissant le bras. Le venin avait disparu de son visage, remplacé par un désespoir frénétique et griffant. Noémie, s'il te plaît, supplia-t-elle, ses yeux se tournant vers les caméras qui zoomaient sur sa panique. Arrête ça. On peut en parler à la maison. Ne fais pas ça à ton père. Ne nous fais pas ça. Je baissai les yeux sur sa main sur mon bras, la même main qui avait arraché le casque de mon fils quelques minutes plus tôt. Je décollai doucement mais fermement ses doigts de moi. Nous n'avons pas de maison où discuter, mère, dis-je doucement. La maison appartient au trust. Et le trust vous est fermé. Tu nous ruines, siffla-t-elle, des larmes d'apitoiement montant à ses yeux. Nous sommes ta famille. Non, dis-je en la regardant dans les yeux. Vous avez très clairement montré ce soir que la famille est une question de performance, et votre performance est terminée. Je me tournai vers mon père, qui s'appuyait contre le podium, l'air soudain vieux et fragile. Le combat l'avait quitté. Il réalisa enfin que les gardes ne viendraient pas. Partez, dis-je. Ce n'était pas un cri. C'était une simple instruction. Sortez par la sortie de derrière avant que Johnson ne doive vous escorter. Gardez le peu de dignité qu'il vous reste. Mon père ouvrit la bouche pour parler, regarda la foule silencieuse, regarda le visage sévère de Johnson, et la referma. Il redressa sa veste avec des mains tremblantes. Il ne me regarda pas. Il ne regarda pas Henri. Il fit signe à Pierre et à Elisabeth. Venez, croassa-t-il. Ce fut une procession pathétique. Le roi, la reine et le prince quittèrent la scène,
non pas sous les applaudissements, mais sous les clics des obturateurs documentant leur chute. Ils disparurent dans l'ombre des coulisses, et l'air dans la salle de bal sembla instantanément plus léger. Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Je m'agenouillai à nouveau à côté d'Henri. Il se balançait encore légèrement, les yeux fermés. Je ramassai le casque anti-bruit usé là où ma mère l'avait laissé tomber. Je l'époussetai. « Henri » murmurai-je en touchant son épaule. Il tressaillit, puis ouvrit un œil. « C'est sûr maintenant, dis-je. Remets ton bouclier. » Je l'aidai à glisser le casque sur ses oreilles. Alors que les coussinets en mousse le coupaient du bruit du monde, je vis ses épaules s'abaisser. La tension quitta son petit corps. Il me regarda, et pour la première fois de la soirée, il offrit un petit sourire timide. Je me levai et pris sa main. « Allons-y, mon chéri, dis-je. » Nous descendîmes les escaliers centraux. La foule s'écarta devant nous comme la mer Rouge. Personne ne nous hua. Personne ne chuchota à propos de son casque. Le personnel et serveurs, commis, les gens qui avaient été invisibles pour mon père hocha la tête respectueusement à notre passage. Nous ne nous arrêtâmes pas pour des interviews. Nous ne nous arrêtâmes pas pour jubiler. Nous sortîmes directement par les doubles portes, laissant l'or et le cristal derrière nous, marchant dans la nuit fraîche et calme où personne ne forcerait plus jamais mon fils à être autre chose que lui-même. 365 jours plus tard, l'air de l'hôtel Arthur Grand était différent. Il ne sentait plus la peur et la fumée de cigares rassis. Il sentait le linge frais, les fleurs fraîches et une efficacité tranquille. Je me tenais dans la salle des serveurs au 10e étage, un endroit strictement interdit à presque tout le monde. La pièce était baignée d'une lumière bleue électrique et fraîche, remplie du bourdonnement bas et constant des énormes disques durs qui alimentaient les opérations mondiales de l'hôtel. Henri était assis par terre au milieu de l'allée. Il ne portait pas de costume mal ajusté ni de casque anti-bruit. Il portait un t-shirt en coton doux et confortable et un pantalon de survêtement ample. Devant lui se trouvaient 5 Rubik's Cube. Il ne les résolvait pas, il les disposait en une ligne parfaite et équidistante, assortissant les motifs de couleur des lumières clignotantes des serveurs au-dessus de lui. Je ne sais toujours pas comment il l'a vu, Madame Hamilton, dit David, notre nouveau directeur informatique. Il fixait un moniteur, secouant la tête avec incrédulité. Expliquez-moi, David, dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte, les bras confortablement croisés. La brèche était microscopique, expliqua David, en montrant un flux de code défilant sur son écran. Un pirate avait intégré un script malveillant dans notre base de données du programme de fidélité. Il était conçu pour siphonner les numéros de carte de crédit, mais il était programmé pour le faire si lentement, 1 centime à la fois, que notre logiciel de sécurité l'a complètement manqué. David baissa les yeux vers Henri avec une véritable révérence. Mais hier, quand Henri est venu vérifier les lumières clignotantes, il s'arrêta. Il a montré le rack de serveur 4 et a couvert ses oreilles. Il a dit que le rythme était collant. Je souris. Collant ? Exactement, rit David. J'ai vérifié les journaux du rack 4. C'est là que le logiciel malveillant se cachait. S'il n'avait pas remarqué que le motif de clignotement de la lumière était décalé d'une fraction de milliseconde, nous aurions perdu les données de 50 000 clients. Le gamin nous a sauvé la vie. Il est le gardien de cet hôtel. Henri ne leva pas les yeux à l'éloge. Il ajusta simplement le 3e Rubik's Cube, le tournant légèrement vers la gauche pour que la face verte s'aligne parfaitement avec la lumière du serveur. Il était heureux. Il était en sécurité. Il était utile. Merci, David, dis-je. Laissez-le finir son alignement, puis amenez-le à mon bureau pour le déjeuner. Je pris l'ascenseur jusqu'à l'étage du Penthouse. La plaque sur la porte ne disait plus « Guillaume Hamilton ». Elle indiquait simplement « Noémie Hamilton, présidente directrice générale ». J'entrai dans le bureau et m'assis derrière l'imposant bureau en acajou. Auparavant, il était couvert de tactiques d'intimidation et de registres cachés. Maintenant, il était couvert de plans pour notre nouvelle aile, une zone sensorielle pour les clients autistes et anxieux. Je pris la télécommande et allumai la télévision murale. Elle était réglée sur les nouvelles financières de la mi-journée. Et dans les nouvelles sur les condamnations aujourd'hui, annonça la présentatrice, le visage sérieux. Je me penchai en avant. L'écran montra des images devant le palais de justice fédéral. Il pleuvait.
2 hommes descendaient les escaliers en combinaison orange, les poignets liés par des menottes. Mon père, Guillaume, avait l'air fragile. Ses cheveux argentés, autrefois sa fierté, étaient clairsemés et négligés. Il regardait le sol, refusant de croiser le regard des caméras qu'il aimait tant autrefois. À côté de lui, Pierre avait l'air en colère, s'en prenant à un journaliste, mais le combat avait disparu de ses yeux. Il ressemblait à un enfant à qui on avait enfin dit non. L'ancien magnate de l'hôtellerie Guillaume Hamilton et son fils Pierre ont été condamnés à 12 et 8 ans de prison, respectivement, pour vol qualifié, détournement de fonds et évasion fiscale, expliqua la voix off du journaliste. Le juge a cité la nature cruelle et systématique de la fraude dans sa décision. Les images changèrent. Elle montrait un clip plus petit et plus granuleux pris par un passant. C'était ma mère, Elisabeth. Elle se tenait au comptoir d'un prêteur sur gage dans le centre-ville de Seattle. Elle se disputait avec l'employé, essayant d'obtenir un meilleur prix pour une broche en diamant la même qu'elle avait portée au gala un an plus tôt. Elle avait l'air seule. Elle avait l'air petite. Pendant ce temps, les actifs saisis du patrimoine personnel des Hamilton sont mis aux enchères pour rembourser les fonds volés. J'éteignis la télévision. La pièce devint silencieuse. Je ne ressentis pas de joie. Je ne ressentis pas de jubilation. Je ressentis juste un profond sentiment de clôture. La toxicité avait été excisée. Le cancer avait disparu. La porte s'ouvrit et Henri entra, serrant ses Rubik's Cube. Il se dirigea droit vers la fenêtre qui donnait sur la ligne d'horizon de la ville. Il ne me regarda pas, mais il tendit la main en arrière et attrapa la mienne, la serrant une fois son signal pour « Je suis là ». Je m'approchai et me tins à côté de lui, regardant l'empire que nous avions sauvé. Pendant des années, il m'avait dit qu'il était brisé. Il m'avait dit qu'il était une erreur à cacher au sous-sol. Il pensait que parce qu'il ne pouvait pas établir de contact visuel, il ne pouvait pas voir. Il pensait que parce qu'il ne pouvait pas parler leur langue, il n'avait rien à dire. Je regardais le reflet de mon fils dans la vitre. Il traçait les lignes du trafic en bas, trouvant de l'ordre dans le chaos de la ville. « Tu n'as jamais été l'erreur, Henri » murmurai-je, bien que je sache qu'il écoutait le bourdonnement du climatiseur. « Tu étais la vérité. » Dans un monde rempli de menteurs bruyants et charismatiques, les plus silencieux sont les plus dangereux. Ce sont eux qui observent. Ce sont eux qui écoutent. Et tandis que les arrogants sont occupés à construire des scènes pour se produire, les observateurs sont ceux qui détiennent les clés du royaume. Mon père a construit un hôtel. Mais Henri a bâti un héritage. Et cette fois, personne n'allait plus jamais éteindre les lumières sur nous.